Bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes pour une émission aujourd'hui qui promet, à mon avis, d'être assez passionnante parce qu'elle est pleine d'énigmes et de mystères, la chevalerie et les Templiers. Alors on va se plonger avec nos invités dans l'histoire. Si ma mémoire est plus ou moins bonne et vous me reprenez vendredi 13 octobre 1307, journée d'infamie dans l'histoire de l'humanité, puisque le roi Philippe le Bel ordonne l'arrestation des Templiers en terre de France, sous des prétextes qui sont certainement fallacieux, en tout cas qui intéressent grandement la monarchie, et notamment du point de vue financier. Et pour nous parler de Philippe le Bel, d'un côté Philippe Liénard, bonjour, juriste, bonjour, écrivain prolixe sur la question notamment des Templiers, mais un spécialiste aussi de l'histoire des religions. Alors, Philippe a commis déjà 7 ouvrages, je crois, sur les Templiers. Il m'a promis que c'était probablement le dernier qui est en préparation, mais vous connaissez La Pensée et les Hommes et notre esprit un peu retors, je n'en crois pas un mot. Notre autre invité, Philippe Liévin, juriste, a dirigé longtemps un gros département au ministère de la Justice, mais il est là surtout avec une double qualité. Premièrement, c'est que quelqu'un qui connaît très bien la symbolique. Il a fait des études notamment sur la civilisation égyptienne, et Philippe est un de ceux qui sont capables de déchiffrer un peu les fameux hiéroglyphes. Mais d'un autre côté, et il accepte d'en parler de façon ouverte, c'est un franc-maçon investi dans ce qu'on appelle les hauts grades maçonniques. On préfère dire d'habitude les grades de perfectionnement, parce qu'enfin, il n'y a rien de plus haut là-dedans par rapport aux autres pratiques spirituelles ou religieuses ou même maçonniques. Mais enfin, c'est un spécialiste aussi en ces matières. Et on y parle beaucoup de chevalerie, et on y parle même des Templiers. Alors là, on est vraiment avec un croisement entre, d'un côté, un spécialiste de l'histoire, de l'autre, un spécialiste de l'histoire reconstituée. C'est ça, dans les ordres initiatiques. Et je pense que le débat va être passionnant. Alors voilà, déjà, je sais que beaucoup d'images passeront pendant cette émission pour faire, entre guillemets, la publicité, c'est-à-dire nous informer sur les livres qui sont publiés, mais celui-ci, Templiers, Jésus-Christ, ordre et société spirituelle ou religieuse, des mystères antiques au réseau actuel. Voilà déjà un fameux livre qui bientôt... C'est le petit dernier. Bientôt, il sera disponible, je crois. 7 mars. 7 mars, donc 7 mars 2024, parce que n'oublions pas que cette émission va continuer à être sur notre chaîne YouTube pendant des mois, et bientôt, en 2025, on dira, ça c'est étrange, 7 mars, ça va arriver. Non, 7 mars 2024. Alors voilà, Philippe Liénard, je vous cède directement la parole. Premièrement, d'où vient cette passion chez vous pour l'ordre du Temple? Et elle vient aussi en écho avec un intérêt qui est un intérêt très large, encore aujourd'hui, au sein même de la population. Les Templiers font l'objet de beaucoup d'écrits de vulgarisation. D'où vient cet intérêt chez vous? Alors, l'intérêt, c'est un peu comme les Astérix, quand on parle d'Obélix qui est tombé dans la soupe quand il était petit. Moi, quand j'étais petit, et je n'ai toujours pas grandi d'ailleurs, mais enfin, ça c'était un autre débat, j'avais un grand-père, franc-maçon, comme moi, puisque c'est public, tout le monde le sait, qui était passionné d'histoire, qui écrivait des livres d'histoire. Et un jour, il s'est mis à me parler d'un personnage que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelait Michel de Ramsay, qui a fait un discours connu. Le chevalier de Ramsay. Le chevalier de Ramsay, qui a fait un discours extrêmement connu dans le monde maçonnique, qui a repris un certain templarisme, discours de 1736, où il va, mais ça c'est un sujet de débat en soi déjà, se tromper, la question c'est volontairement ou non, en disant que les francs-maçons sont les héritiers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il faut savoir que, et je termine par là la réponse à cette question, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce ne sont pas les Templiers. Les Templiers, ce sont les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. C'est qui? Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est les hospitaliers qui sont devenus aujourd'hui l'ordre canonique
et pontificale de Malte. Donc, moi, je veux bien que les francs-maçons puissent encore imaginer être issus de ça, mais ils ne le sont pas. Pas plus d'ailleurs qu'ils ne le sont des Templiers. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un convent qui a lieu à Wilhelmsbad en 1785 et qui dit qu'une fois pour toutes, il faut qu'on arrête de fantasmer sur des origines qui font chic. Mais en réalité, même si on a gardé un certain esprit templier en maçonnerie, qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de rites, nous ne sommes pas les héritiers des Templiers. Voilà, soyons clairs d'ailleurs, parce que j'ai eu ce débat un jour avec une personnalité éminente de l'ordre de Malte et nous aurons un colloque sur cette thématique. Aucun franc-maçon aujourd'hui ne se réclame comme étant un chevalier de l'ordre de Malte. Il n'y a pas de discussion à cet endroit, mais davantage parle de la chevalerie spirituelle. Ça, c'est autre chose. Différent. Et c'est beaucoup plus œcuménique. Et évidemment, cet esprit chevaleresque a traversé le temps, à travers tout un tas de courants, y compris dans la franc-maçonnerie, puisqu'il va en être question dans cette émission, mais pas que. Et donc, on se trouve devant une dispersion de l'esprit templier. J'appellerais ça comme ça, parce qu'avant les Templiers, il y avait déjà des ordres chevaleresques. Mais aucun n'était comparable à celui-là dans l'ADN qu'il portait et dans l'esprit révolutionnaire qu'il a insufflé à la société. Et je peux en parler si vous le souhaitez. Ah oui, bien sûr, j'aimerais bien, en quelques mots, alors parce que c'est impossible, on peut donner 60 ans de cours là-dessus et même des années de cours sur l'ordre du Temple, mais comment est-ce que vous pourriez typer cet ordre des Templiers, son origine et l'importance qu'il a revêtue? Alors, d'une manière extrêmement schématique, au risque d'être forcément très très incomplet, mais ça renvoie celles qui le souhaitent à des lectures que vous avez suggérées, Baudouin, tout à l'heure, judicieusement. Les Templiers, trois choses à dire. La première, c'est qu'ils sont au départ une initiative qui naît à Naplouse. Naplouse, ça se trouve en Palestine actuelle, en 1118, où quelques-uns, sous l'invitation du roi de Jérusalem, du patriarche de Jérusalem, vont imaginer une structure qui aura une vocation ésotérique, protectrice, et un tout petit peu militaire au sens, non pas combattant, mais protecteur. Donc ça revient au deuxième point. Et va naître l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Pourquoi du Temple de Salomon? Parce qu'ils habitent à ce moment-là dans ce qu'il reste de ce qu'on croit être les anciennes écuries liées au Temple de Salomon. Mais là, on peut discuter jusqu'à la fin des temps, mais qu'importe. 1118. Et souvent, dans les livres d'histoire, on fait remonter l'ordre du Temple à 1129, 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'en 1129 se passe à Troyes un concile organisé par le pape Honorius II qui considère que ces Templiers, c'est quand même intéressant, il faut en faire quelque chose. Et on leur donne une règle, soutenue non pas par Bernard de Clairvaux, comme tout le monde le raconte, parce que Bernard de Clairvaux était assez opposé à l'ordre du Temple au début, tout simplement parce qu'un de ses parents, qui s'appelle André de Montbard, était parmi les fondateurs de l'ordre du Temple, et ça ne lui plaisait pas qu'il vive des aventures un peu curieuses en Orient, en découvrant des choses qui pourraient remettre en question sa foi. Oui, et puis Bernard de Clairvaux était très centré sur sa famille dans la création même de son ordre religieux, il faut pas l'oublier. Voilà. Et donc, Bernard de Clairvaux, ça ne lui plaît pas trop, tout ça, mais bon, finalement, il va adhérer et même encourager l'ordre du Temple et en profiter pour développer l'ordre des cisterciens qui a comporté entre 600 et 700 abbayes un peu partout. Donc, bon, bref, les Templiers, en 200 ans de vie, vont complètement réformer la société du Moyen-Âge, qui se répartit, comme vous le savez, en 3 catégories de personnes, les laborares, les bellitores et les oratores. Et alors là, il faut traduire. Je vais traduire. En émission TV, il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui causent, et puis... il y a ceux qui se battent. Et puis il y a ceux qui font la guerre. Voilà. Les donc les moines de combat
les moines guerriers, comme on dira des Templiers qu'ils étaient des moines guerriers, il faut bien le souligner, mais 20% des Templiers étaient des combattants. Les 80% qui manquent étaient agriculteurs, scribes, traducteurs, des intellectuels, des forgerons, enfin toutes sortes de professions, charpentiers, couvreurs, maçons. Et ça, on ne le disait pas, parce que vous parliez tout à l'heure de la chute de l'ordre du temps, enfin du jour de l'arrestation des Templiers. Il n'est pas innocent de se souvenir que c'est le 13 octobre 1307, à minuit plein, que les deuxièmes lettres de cachet de Philippe le Bel ont été ouvertes par les baillis et les sénéchaux de France. Les travaux des Templiers se sont donc arrêtés à minuit. Tout ça traverse le temps. Et ils ont été arrêtés en réalité à l'aube, puisque les forces de police de l'époque, brillante opération de police d'ailleurs, faut-il le dire, de coordination, vont arrêter les Templiers à 5 heures du matin. C'est pour ça qu'à travers l'histoire, et notamment le Code civil français de 1804 et notre Code civil, pendant des années, avant 5 heures du matin, les huissiers ne pourront pas faire de constat. Ces 5 heures du matin viennent aussi de là. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais bon, bref. Les Templiers vont... Donc la date de la malédiction du vendredi 13. Alors oui. Non pas Jésus, mais bien les Templiers. Oui. Ou les deux. Là, la malédiction, c'est celle qui a été... Enfin, c'est Maurice Druon qui a mis cette malédiction en 1954. Oui, mais ça, c'est la malédiction du procès. Moi, je parle de la date du vendredi 13. Oui, ah ben ça, oui. Le minuit plein et les 5 heures du matin... Ça vient de là. Ça vient de là. Oui. C'est quand même extraordinaire. Donc, le vendredi 13, dont on se méfie, on ne sait plus trop pourquoi, dans l'imaginaire collectif, on ne sait plus que ça vient de ce choc traumatique de l'arrestation des Templiers, dont tout le monde, à l'époque, imaginait qu'ils allaient rester là pour longtemps, parce qu'ils étaient tellement bien perçus. Ils réformaient, c'est pour ça que je voulais raconter ça, ils réformaient le système du droit du travail. C'était le premier organisme international du travail. Le premier OIT est Templier. Le premier FMI est Templier. Le premier système de voyage organisé, protégé, où on paye par avance et où on risque rien en circulant, est Templier. Les Templiers vont posséder 2 millions de kilomètres carrés de terre, plus de 9000 bâtiments de toutes sortes à travers l'Europe, et à l'apogée de l'ordre des Templiers, qui va quand même vivre à peu près 200 ans, Bordonov, qui est un historien parfois un peu contesté, mais enfin il faut quand même rendre grâce à cet homme qui a consacré sa vie à ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire calculer ce que pouvaient rapporter les recettes templières sur un an. C'est un boulot comme un autre de calculer ça, et il avait pu déterminer à travers toutes les recettes de l'ordre du Temple que l'ordre du Temple récupérait l'équivalent de, aujourd'hui, 55 milliards d'euros par an. C'est donc une petite multinationale qui fonctionnait pas si mal. Dommage qu'il n'y ait pas une société de conseil pour aider nos dirigeants aujourd'hui à faire autant de bénéfices. Ça aurait engendré des coûts. Je me tourne maintenant vers mon deuxième Philippe. Alors, les Templiers connaissent un ricochet tout à fait étonnant, on l'a dit, par l'entremise, mais erroné, du chevalier de Ramsay, qui ne parle pas des Templiers, donc. Quid aujourd'hui de la franc-maçonnerie par rapport aux Templiers? Eh bien, effectivement, la franc-maçonnerie a ce qu'on appelle les hauts grades ou les grades de perfectionnement, qui datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Hein, donc le développement de la maçonnerie, il y a une floraison de rituels particuliers qui vont pour la plupart être codifiés, notamment dans le rite écossais ancien et accepté, au tournant du XIXe siècle. Et donc, dans ce qu'on appelle donc ces hauts grades, je rappelle qu'il y a évidemment plusieurs obédiences dans le monde, plusieurs rites. Je n'ai pas eu le rite écossais, mais il y a le rite français, il y a le rite d'York, Memphis Misraïm, etc. Donc, il y a un grand choix dans le monde. En Belgique, c'est surtout le rite français et le rite écossais qui sont pratiqués. Et il y a dans les hauts grades, donc, on fait référence dans les chapitres d'abord, puis dans les aréopages, ensuite, et dans les 3 grades terminaux, puisqu'on va jusqu'au 33e degré. Là, on a des références chevaleresques dans les titres des grades, puisque à partir du 15e degré, on a ce qu'on appelle chevalier d'Orient, et puis on a
un 17e degré chevalier d'Orient et d'Occident. Et puis, plus loin, on a encore d'autres titres, chevalier de Royal H, chevalier de Saint-André d'Écosse, etc. Et on arrive jusqu'au chevalier Kadosh, saint, pas nécessairement au sens chrétien, mais en tout cas de la pureté. Kadosh, c'est un mot hébreu. Hein. Voilà, exactement. Et donc, ce thème de principe de chevalerie est repris donc, dans toute une série de ces grades, pas nécessairement, bien sûr, en référence directe aux chevaliers aux croisades. Bon, les croisades, on sait que c'est historique, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose dont on est fier en Occident aujourd'hui. Et c'est bien sûr plutôt au niveau de la chevalerie spirituelle que l'on insiste dans les hauts grades, dans tous ces rituels. On prend des thèmes historiques, ou en tout cas pseudo-historiques, soit basés sur le thème biblique, soit sur le Moyen-Âge, comme par exemple pour les thèmes de chevalerie, et on essaye d'en retirer alors des enseignements, de l'éthique, de la morale, dans les aspects initiatiques que nous développons. Donc, chevalerie dans le sens vaincre ses passions en soi-même et Exactement. défendre les plus démunis. L'idée de la chevalerie, c'était défendre la veuve et l'orphelin, défendre les plus démunis. Exactement. Comment vous réagissez par rapport à ça? Si vous me le permettez, Baudouin, j'aimerais embrayer sur ce que dit Philippe sur 2 points. D'abord, un de mes bouquins, c'est l'héritage spirituel des Templiers. Et on retrouve du templarisme au rite écossais ancien accepté, on parlait des hauts grades tout à l'heure, on retrouve aussi ça au rite écossais rectifié, au régime écossais rectifié. On a trouvé ça dans la stricte observance templière, qui était un rite maçonnique assez particulier, né en 1755 en Allemagne. On trouve ça dans le rite standard d'Écosse, qui est souché sur le rite de Kilwinning, et c'est pas pour rien, je vais vous en dire un mot. On trouve ça aussi dans certains grades du rite français. Bref, aucun rite maçonnique de side degrees ou de haut grade ou de grade de perfection ou de grade philosophique n'échappe à la présence de l'ombre des Templiers qui plane sur un certain nombre de rituels. Et je voulais vous lire quelque chose que je ne mémorise jamais et que j'ai trouvé dans la première règle des Templiers, c'est-à-dire celle qui date de 1118. Et vous allez voir pourquoi la franc-maçonnerie s'est emparée de cet esprit du Temple. Si elle ne l'avait pas fait, elle se serait peut-être trompée de chapelle, si j'ose dire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Il faut traduire. C'était du latin, de l'hébreu et de la langue du Nord, donc la langue d'Oïl. Hein. Quel est l'objectif de l'ordre du Temple? Eh bien, de pratiquer l'amour du Christ. Forcément, ils vont s'appeler l'ordre du Christ et du Temple de Salomon. Ça ne va déranger personne. Et puis, de mettre son épée au service de la juste cause. Là, on plonge en plein dans les théories pondues par saint Augustin, qui a tout recopié d'Aristote. Et puis, de promouvoir plus de liberté de l'esprit et l'élévation spirituelle. Vous imaginez, on est en 1118. Et d'agir avec le cœur en vertu de l'éternelle sagesse. Alors ça, si la maçonnerie avait raté de chausser les chaussures du templarisme, c'eût été dommage. Et un mot pour juste terminer, on parlait tout à l'heure du chevalier Kadosh. C'est donc le 30e degré du rite écossais ancien accepté qui termine la formation philosophique. Et il a une origine. Maçonniquement, c'est un grade qui apparaît dans l'est de la France, du côté de Strasbourg-Metz, en 1740-50, quelque chose comme ça. Ça n'est pas innocent, parce que quand les Templiers sont dissous, en 1312, on ne va pas les arrêter tous, parce qu'un certain nombre se seront échappés avant. On n'en parle pas beaucoup. La question, c'est souvent, où est le trésor des Templiers? Que sont devenus les Templiers? Alors, il y a 1000 réponses là-dessus, mais on sait par où sont partis les Templiers. Un certain nombre d'entre eux sont partis en Écosse, d'autres sont partis au Liban, d'autres sont partis en Allemagne. Et une des branches templières, c'est celle de François de Beaujeu, qui est le neveu de Jacques de Molay, va partir en Écosse et va repartir en Allemagne et va, au gré du temps, pousser un certain état d'esprit à créer quelque chose qui sera le premier 30e
représenté en France, qui sera interdit par la maçonnerie pendant quelques années, parce qu'il est considéré comme un degré appelant à la vengeance des Templiers contre la couronne et la papauté. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas un grade qui appelle au meurtre, c'est un grade qui appelle à la réflexion et à ne pas accepter d'être opprimé par la dictature. C'est complètement autre chose. Mais je ne vais pas en dire plus, sinon ce serait dévoiler la mariée. Mais voilà, je veux dire ça parce que ce n'est pas innocent. Et puis j'ai envie de dire un mot sur Maurice Druon, je peux? Oui, bien sûr. Voilà. Maurice Druon, je rends hommage au monument qu'il a été, pour l'apport qu'il a amené à la réflexion sur les Templiers, après une période que moi j'appelle la période de l'omerta. Après 1312, après la bulle Vox in excelso, qui met fin à l'ordre des Templiers, et la bulle Ad Providam, qui fait passer tous les biens des Templiers aux hospitaliers. J'ai fait un livre d'ailleurs sur tous les lieux Templiers d'Europe à lire, c'est un guide touristique sympathique. Après ça, on ne va plus parler des Templiers parce que, dans l'imaginaire de l'époque, avoir porté atteinte à l'ordre du Temple va entraîner une malédiction. Et effectivement, quand on fait dire, sous la plume de Maurice Druon, par Jacques de Molay, « Je vous assigne, vous, Guillaume de Nogaret, par exemple, à comparaître devant le tribunal de Dieu, etc. etc. » Guillaume de Nogaret, il est mort depuis 1 an. Donc Maurice Druon dit un petit peu des bêtises, parce que s'il y a bien quelqu'un qui était au courant de ce qui se passait, c'était Jacques de Molay. Et puis après, on sait de quoi sont morts Clément V. Philippe le Bel, il est tombé de cheval. Clément V, il avait des problèmes de santé au niveau abdominal. Il n'y a pas de malédiction. Mais à cette époque-là, mauvaise météo, mauvaise récolte, la guerre de 100 ans qui va commencer, une société qui part en déliquescence, les gens ont pu penser qu'effectivement, tout se passait mal. Donc on n'a plus parlé des Templiers pendant des centaines d'années. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on va redécouvrir ce que c'était, et les auteurs n'étaient à l'époque pas très très informés. Donc, et aujourd'hui, vous le disiez d'entrée de jeu tout à l'heure, il y a un engouement pour le templarisme. Pourquoi? Parce qu'on a redécouvert, à travers quelques auteurs, ce que sont les Templiers. Et pour mon plus grand malheur, j'ai la chance, on n'est plus que 3 à avoir des accès archivaux complets. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de monde pour parler des Templiers d'une manière sérieuse. Ce que j'essaye modestement de faire quand on me fait le plaisir d'un micro. Alors, Philippe Liévin, comme vous acceptez de parler de votre expérience finalement, qu'est-ce que ça vous a amené, vous, personnellement, cette réflexion sur les Templiers et au-delà de ça, la maçonnerie chevaleresque dans votre vie? Ça vous amène quoi sur le plan spirituel? Eh bien, je pense qu'il faut se rendre compte, enfin pour ceux qui ne sont pas dans les hauts grades, que c'est une réflexion qui permet d'étudier, de revenir vers des textes que l'on ne connaît pas nécessairement. Toute une partie des hauts grades sont d'inspiration biblique, ce sont des thèmes bibliques qui sont repris et pour lesquels les francs-maçons qui essayent de faire cette progression symbolique et initiatique réétudie cela, alors que par définition on ne connaît pas nécessairement, et en tire des enseignements modernes, donc aussi bien sur l'aspect biblique que sur l'aspect moyenâgeux, chevaleresque. Et donc il y a toute une série d'enseignements, de formules qui sont prévus dans les rituels et dans les différents séminaires que l'on suit dans les hauts grades. La formule la plus classique étant évidemment Ordo ab Chaos, que la lumière doit vaincre les ténèbres, la science doit vaincre l'ignorance, etc. La devise des chevaliers Kadosh, c'est savoir, aimer, agir. C'est quelque chose parmi d'autres que l'on peut estimer utile dans sa réflexion personnelle et qu'on peut prendre comme étant quelque chose qui doit nous guider aux différents grades que nous vivons, de nous guider dans notre vie à la fois maçonnique et à la fois profane, au-delà de ce que l'on enseigne justement dans le monde profane. Ce sont une certaine recherche, non pas de perfection, parce que nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits, loin de là, mais au moins de retirer de l'histoire quelque chose d'intéressant, d'important, qui nous donne sens et qui nous fait réfléchir en permanence.
un petit bout pour faire réfléchir, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est intéressant ce que dit Philippe, parce que on a parfois un petit peu oublié d'aller visiter l'histoire méconnue. Ainsi, le kadosh en maçonnerie, qui est le dernier grade philosophique, a des origines que les maçons recherchent et qu'ils étudient, on ne va pas en parler là, mais d'un point de vue historique, son lien avec les Templiers est relativement évident, parce qu'on en a fait un lien. Mais le mot kadosh et l'origine du plaisir des Templiers pour une certaine philosophie œcuménique, eux dont on dit qu'ils étaient là pour massacrer les Sarrasins et piloter les croisades, ce qui est complètement faux. Les Templiers n'ont pratiquement pas participé aux 8 croisades, ils ont été des conseillers. Ils ont aussi guerroyé, mais ce n'était pas leur tasse de thé, ils ne pilotaient pas les croisades. Mais par contre, quand les premiers Templiers sont arrivés dans l'équivalent de la Palestine d'aujourd'hui, ils ont découvert 2 communautés. Je fais très court. La première communauté, c'était ce qu'on appelait les frères d'Amous, A-M-U-S. Les frères d'Amous, c'est une communauté qu'on trouve en Iran, sur les hauts plateaux, la Perse de l'époque, en 1054, et qui va inspirer les Templiers. On les appelle aussi des Kadosh, les frères d'Amous. Et puis une deuxième communauté, celle des assassins, dont on va dire tout et n'importe quoi par la suite, alors que c'est une communauté initiatique qui vit sur le mont Alamout. Le vieux de la montagne. Oui, voilà. Le mont Alamout. C'était le titre que portait le grand maître, entre guillemets, de cette communauté, dont il est intéressant de voir que la progression initiatique fonctionnait comme celle des cercles de progression initiatique des Templiers. Tout ça est passionnant et a traversé l'histoire après une période de silence. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, tout doucement, nous arrivons au terme de cette émission qui pourrait se prolonger très longtemps vu son caractère, il faut dire, passionnant, mais nos invités sont passionnants de par leur recherche, de par leur connaissance. Les Templiers, un sujet qui fait toujours rêver, un sujet qui invite à revisiter une certaine histoire, un sujet qui connaît son prolongement aujourd'hui encore dans une multitude de revendications, certaines très sérieuses, d'autres plus farfelues, mais finalement on pourrait se dire qu'importe. Puisqu'en dernière analyse, on s'est beaucoup posé la question du trésor des Templiers. Le trésor des Templiers, je vais vous faire une confidence, c'est la pensée et les hommes qui le détiennent. Et oui, pour quelle raison ? Parce qu'en fait, ce trésor, c'était la connaissance. La connaissance que c'est dans la relation à l'autre, dans la relation aux autres cultures, que l'on arrive à connaître davantage soi-même et donc les autres de façon plus juste, de façon plus équitable, de façon davantage liée à l'humanisme. Ce trésor-là, ils l'ont transmis à une multitude d'associations et nous sommes libres, chacun, de penser nous profiler dans le sillage de cela ou de vivre autrement. À bientôt.